Elle s'évanouit devant le roi Alpha, mais il perd le contrôle en découvrant ce qu'elle cache. Il y a des humiliations que personne ne devrait avoir à supporter sous le regard des autres, et pourtant, Amélie Beaumont était agenouillée sur le marbre froid du grand hall de la Nouvelle-Orléans ce soir-là, le sang coulant de ses mains écorchées, les éclats de cristal éparpillés autour d'elle comme les fragments de sa propre dignité brisée. Les rires étouffés des invités résonnaient dans l'espace somptueux décoré pour le sommet annuel des Meutes du Sud, et elle sentait chaque regard peser sur elle comme une condamnation silencieuse. Alpha d'Orient de la Crête Rouge se tenait au-dessus d'elle, ses yeux luisants d'un plaisir cruel alors qu'il ordonnait à Mathieu, son bêta, de la relever brutalement par le bras. Et le monde tournait autour d'elle parce que son corps refusait de lui obéir, parce que la fièvre brûlait sa peau depuis 3 jours, parce que l'eau qu'on lui refusait lui manquait autant que l'air qu'elle respirait difficilement. Ce bal masqué était censé être une célébration de pouvoir et d'alliance entre les grandes lignées de loups, mais pour elle, marquée comme Oméga asservie par un contrat de dette forgé et mensonger, ce n'était qu'une longue nuit de terreur où chaque plateau qu'elle portait pesait plus lourd que le précédent, où chaque ordre hurlé lui rappelait qu'elle n'était rien aux yeux de ceux qui décidaient du sort des faibles. Peut-être que vous aussi, vous vous demandez comment on en arrive là, comment une jeune femme de 19 ans peut se retrouver enchaînée à un destin qu'elle n'a jamais choisi. Et si cette histoire résonne en vous, si vous sentez cette injustice brûler dans votre poitrine comme elle brûlait dans la sienne, alors partagez ce récit avec ceux qui comprennent que certaines vérités ne peuvent rester dans l'ombre. Laissez un commentaire pour dire ce que vous auriez fait à sa place. Abonnez-vous pour découvrir comment cette nuit changea tout, car ce qui commença dans l'humiliation se termina dans une révélation que personne n'avait vu venir. Pour comprendre cette soirée, il faut d'abord comprendre les lois qui régissaient le monde des Meutes, ces règles ancestrales gravées dans le sang et la tradition depuis des siècles, et qui plaçaient les alphas au sommet de la hiérarchie comme des rois incontestés, suivis des bêtas qui exécutaient leurs ordres et maintenaient l'ordre, puis des omégas qui, bien que précieux pour leur rôle d'équilibre émotionnel et de soutien, restaient les plus vulnérables face aux abus de pouvoir. La Crête Rouge était l'une des meutes les plus impitoyables du Sud, connue pour sa brutalité envers ceux qu'elle considérait comme inférieurs, et Dorian incarnait parfaitement cette cruauté institutionnalisée, exploitant une prétendue dette de 2 millions que le père d'Amélie aurait contractée avant de mourir dans des circonstances jamais éclaircies. Le contrat présentait Amélie comme garantie, la transformant en propriété de la meute, et personne n'avait jamais questionné l'authenticité de ce document, parce que les omégas n'avaient pas voix au chapitre dans un système qui valorisait la force brute au détriment de la justice. Elle avait été arrachée à sa vie 3 ans plus tôt, séparée de sa petite sœur Claire dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis, et jetée dans un quotidien de corvées épuisantes, de privations calculées et d'humiliations constantes qui visaient à briser son esprit autant que son corps. Les lois de la meute stipulaient qu'un oméga asservi devait obéissance absolue sous peine de punition sévère, et Dorian prenait un plaisir particulier à lui rappeler sa place, utilisant la violence comme langage de domination, sachant qu'elle ne pouvait ni fuir ni se défendre sans risquer pire encore. Amélie avait appris à se faire invisible, à baisser les yeux, à étouffer les sanglots qui montèrent dans sa gorge chaque fois qu'une main la frappait ou qu'un regard la déshabillait sans vergogne. Elle se mouvait dans les ombres du manoir de la Crête Rouge comme un fantôme, silencieuse et efficace, espérant que si elle se faisait suffisamment petite, peut-être qu'on finirait par l'oublier, peut-être que la douleur s'atténuerait. Son loup intérieur, cette part sauvage et puissante que chaque membre des meutes portait en soi, était devenu étrangement silencieux au fil des années, comme éteint par le traumatisme répété, et elle ne sentait plus cette connexion instinctive avec sa nature profonde qui aurait dû la guider et la protéger. Les autres serviteurs la regardaient avec pitié, mais n'osèrent pas intervenir, car aider un oméga marqué, comme elle revenait à défier directement l'alpha, et personne ne voulait subir les représailles de Dorian. Elle gardait en elle une petite lueur d'espoir, fragile et vacillante, l'espoir qu'un jour les choses changeraient, que quelqu'un verrait au-delà de l'étiquette qu'on lui avait collée, qu'elle retrouverait Claire et qu'elle pourrait recommencer ailleurs, loin de cette meute qui les avait détruites.
Mais cet espoir était de plus en plus difficile à maintenir quand chaque journée apportait son lot de souffrances et que son corps commençait à céder sous le poids de la malnutrition, de la fatigue et maintenant de cette fièvre qui la consumait de l'intérieur. Ce soir du sommet, elle aurait dû être à l'infirmerie, mais Dorian avait refusé, déclarant qu'elle devait servir comme les autres parce qu'il ne tolérait aucune faiblesse et que sa présence malade au milieu des dignitaires était une manière supplémentaire de l'humilier. Le sommet annuel rassemblait les alphas les plus puissants du territoire, et parmi eux se trouvait une figure dont on ne prononçait le nom qu'à voix basse, un prédateur que même les autres alphas craignaient secrètement. Lucien Noir était le roi alpha, souverain de la citadelle d'Obsidienne, un homme entouré de légendes sombres et de rumeurs terrifiantes qui racontaient sa férocité au combat, son absence totale de pitié envers ceux qui le trahissaient, et son règne de fer sur un territoire vaste et prospère. On disait qu'il avait consolidé son pouvoir en éliminant toute opposition, qu'il ne souriait jamais, qu'il voyait à travers les mensonges comme s'ils étaient transparents, et que croiser son regard suffisait à faire plier les plus forts. Lucien Noir n'était pas simplement un alpha, il était l'incarnation du pouvoir absolu, respecté par nécessité, craint par instinct et distant au point d'en paraître presque inhumain. Ses décisions étaient toujours calculées, ses actions mesurées, et il ne laissait jamais l'émotionnel interférer avec la logique froide de la politique et de la stratégie. Pourtant, sous cette façade de glace, il y avait une blessure ancienne, une quête obsessionnelle qu'il n'avouait à personne, mais qui le hantait depuis 10 ans. Il cherchait une odeur, un parfum particulier qu'il avait perçu une seule fois lors d'une nuit tragique. Le parfum de celle qui était destinée à être sa compagne selon les liens ancestraux du destin, et qu'il n'avait jamais pu retrouver malgré des années de recherche méthodique à travers tous les territoires. Cette recherche infructueuse avait ajouté une couche supplémentaire de dureté à son caractère déjà inflexible, parce qu'il interprétait cet échec comme une forme de punition cosmique, et il s'était résigné à gouverner seul, sans Luna à ses côtés, convaincu que le destin lui avait refusé ce que d'autres tenaient pour acquis. Ce soir-là, il était venu au sommet, par obligation politique, pour maintenir les alliances nécessaires à la stabilité régionale. Mais son esprit était ailleurs, toujours en train de chercher ce qui semblait perdu à jamais. Quand Lucien Noir entra dans le grand hall, le silence se fit progressivement. Non pas un silence imposé, mais un silence instinctif, celui que provoque la présence d'un véritable prédateur parmi d'autres chasseurs. Amélie ne le vit pas immédiatement parce qu'elle était concentrée sur le plateau qu'elle portait, ses mains tremblant sous l'effet de la fièvre, ses jambes menaçant de céder à tout moment, et elle priait silencieusement pour que personne ne lui adresse la parole, pour que cette soirée se termine, sans qu'elle s'effondre publiquement. Mais le destin, ce concept auquel elle avait cessé de croire, avait d'autres plans. Lucien traversait la foule avec l'assurance de celui qui ne doute jamais de sa place, quand soudain son corps se figea, tous ses sens en alerte, parce qu'une odeur venait de le frapper avec la violence d'un coup physique. C'était elle, cette odeur qu'il avait cherchée pendant une décennie, ce mélange unique de jasmin sauvage et de pluie sur la pierre, et son loup intérieur se réveilla brutalement, hurlant une reconnaissance primitive qui ne laissait place à aucun doute. Ses yeux balayèrent la salle avec une intensité nouvelle, cherchant la source, et ils se posèrent sur une silhouette frêle et vacillante. Une jeune femme vêtue de la simple tunique grise des serviteurs, les cheveux attachés de manière stricte, le visage trop pâle et les mouvements trop lents. Amélie sentit ce regard avant de le voir, un poids écrasant qui la força à lever les yeux malgré sa volonté de rester invisible. Et quand leurs regards se croisèrent, quelque chose d'électrique passa entre eux, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais qui la terrifia instantanément parce que l'attention d'un alpha de cette magnitude ne pouvait signifier que des ennuis. Elle recula instinctivement, le plateau tremblant dangereusement entre ses mains, et dans sa panique, elle trébucha sur l'ourlet de sa robe déjà trop longue et déchirée. Le plateau bascula, le cristal se fracassa contre le marbre dans un bruit qui résonna comme une condamnation, et les invités se tournèrent vers elle avec ce mélange de mépris et de divertissement cruel que les puissants réservent aux échecs des faibles. Dorian apparut immédiatement, son visage tordu par la rage, et il l'attrapa par le bras avec une violence qui lui arracha un gémissement étouffé, la secouant comme pour la punir de son humiliation publique devant le roi Alpha.
Les mots qu'il crachait étaient venimeux, parlant de compensation financière, de punition corporelle, de jours sans nourriture pour lui apprendre. Mais Amélie ne les entendait plus vraiment parce que le monde devenait flou, que ses jambes ne la soutenaient plus, et que la fièvre qui la rongeait depuis des jours atteignait un point critique. Elle s'effondra, et la dernière chose qu'elle perçut avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut une présence massive qui s'approchait rapidement et une voix grave qui ordonnait qu'on la lâche immédiatement. Lucien Noir ne réfléchit pas. Il agit par instinct pur lorsqu'il vit Dorian lever la main pour frapper la jeune femme inconsciente. Il traversa la distance qui les séparait en quelques secondes, sa main se refermant sur le poignet de l'autre alpha, avec une force qui fit craquer les os, et le grondement qui sortit de sa gorge n'était pas humain. C'était l'avertissement d'un animal prêt à tuer pour protéger ce qui lui appartenait. Dorian blêmit, comprenant trop tard qu'il venait de toucher à quelque chose de sacré, et il tenta de justifier ses actions en expliquant qu'elle n'était qu'une oméga asservie, une débitrice sans valeur, mais Lucien ne l'écoutait pas. Il se pencha et souleva Amélie avec une délicatesse qui contrastait violemment avec la fureur qui émanait de tout son être, la tenant contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Et c'est à ce moment que le tissu de sa tunique glissa légèrement, révélant une partie de son épaule gauche. Sur sa peau pâle et marquée par les ecchymoses, il y avait un signe de naissance, une marque naturelle en forme de croissant de lune entrelacé avec une rose, et Lucien reconnut ce symbole instantanément parce qu'il avait étudié toutes les lignées anciennes pendant ses recherches. C'était le blason de la lune d'argent, une meute royale que tout le monde croyait éteinte depuis plus de 20 ans. Une lignée que le Conseil des Anciens avait effacée de l'histoire officielle en invoquant une prétendue malédiction génétique. Son esprit calculateur assembla les pièces du puzzle à une vitesse fulgurante, comprenant que cette jeune femme n'était pas une simple oméga, qu'elle était une héritière de sang royal, et que le parfum qu'il cherchait depuis 10 ans, le lien du destin qui le liait à elle, avait été caché derrière des années de brutalité et de mensonges. La rage qui s'empara de Lucien Noir à cet instant précis était d'une nature différente de celle qu'il avait connue auparavant, car ce n'était plus seulement la colère froide du souverain face à une injustice politique. C'était la fureur primitive du compagnon, découvrant que sa moitié destinée avait été torturée pendant des années alors qu'il la cherchait désespérément. Il ordonna que le hall soit verrouillé, que personne ne sorte sans son autorisation, et Dorian, réalisant l'ampleur de son erreur, tenta de se justifier en présentant le contrat de dette, un document froissé et taché qu'il sortit de sa poche avec des mains tremblantes. Lucien le parcourut rapidement, ses yeux entraînés détectant immédiatement les irrégularités, les signatures falsifiées, les dates incohérentes, et il le réduisit en morceaux avant de déclarer que ce contrat était une fraude et que Dorian et Mathieu étaient en état d'arrestation pour trafic d'êtres vivants et falsification de documents officiels. Les gardes de la citadelle d'Obsidienne, qui accompagnaient toujours leur roi, se déployèrent immédiatement, neutralisant toute résistance potentielle, et le sommet, qui devait être une démonstration de pouvoir et d'unité, se transforma en tribunal improvisé. Lucien appela son médecin personnel, le docteur Elias, qui voyageait toujours avec lui par précaution, et quand celui-ci examina Amélie toujours inconsciente, son diagnostic fut sans appel. Elle était en septicémie avancée, résultat d'une infection non traitée, probablement causée par des blessures qu'on avait laissées s'infecter volontairement. Sa malnutrition était sévère, au point d'avoir compromis son système immunitaire. Elle avait plusieurs fractures anciennes qui n'avaient jamais été soignées correctement, et son loup intérieur était dans un état de dormance traumatique, une condition rare qui se produisait quand l'esprit humain subissait tellement de douleurs que la part animale se retirait pour protéger ce qui restait de la psyché. Sans hospitalisation immédiate et soins intensifs, elle ne survivrait pas à la semaine. Le trajet vers la citadelle d'Obsidienne se fit dans le jet privé de Lucien, Amélie installée sur une civière médicale, reliée à des perfusions qui tentèrent de stabiliser son état critique. Et le roi Alpha ne quitta pas son chevet une seule seconde, sa main tenant délicatement la sienne, son loup hurlant intérieurement de rage et de chagrin face à l'état de leur compagne. Il ne comprenait pas encore tous les détails de son histoire, mais il savait une chose avec certitude absolue, elle ne connaîtrait plus jamais la souffrance, plus jamais l'humiliation, plus jamais la peur, parce qu'elle était sous sa protection désormais
et que quiconque oserait lever la main sur elle devrait d'abord passer sur son cadavre. La citadelle d'obsidienne était une forteresse imposante construite en pierre noire, perchée sur une colline dominant un territoire vaste et prospère, et quand ils y arrivèrent à l'aube, tout le personnel médical était déjà mobilisé pour recevoir la patiente. Amélie fut transportée directement dans l'aile médicale, où une équipe de spécialistes travailla sans relâche pendant 2 jours pour la stabiliser, combattre l'infection, réparer ce qui pouvait l'être et lui permettre de survivre. Lucien donnait des ordres depuis son bureau, gérant les conséquences politiques de son intervention au sommet, mais son esprit revenait constamment vers la jeune femme qui se battait pour sa vie plusieurs étages plus bas, et il se demandait ce qu'il allait lui dire quand elle se réveillerait. Comment il allait lui expliquer quelle était sa destinée alors qu'elle n'avait aucune raison de lui faire confiance après tout ce qu'elle avait enduré. Quand Amélie ouvrit enfin les yeux, 3 jours après son effondrement, elle ne reconnut pas l'endroit où elle se trouvait. Cette chambre luxueuse aux draps de soie blanche, aux murs ornés de tapisseries anciennes et à la lumière douce, filtrant à travers des rideaux épais. Sa première pensée fut qu'elle était morte et que c'était peut-être le paradis. Puis la douleur dans son corps lui rappela qu'elle était bien vivante. Et la panique s'empara d'elle quand elle réalisa qu'elle ne savait pas où elle était ni comment elle était arrivée là. Elle tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de la porter. Et c'est à ce moment que la porte s'ouvrit, laissant entrer un homme d'une présence imposante, celui-là même dont le regard l'avait pétrifié lors du bal, le roi Alpha Lucien Noir. Il s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé qu'on ne veut pas effrayer davantage, et quand il parla, sa voix était plus douce qu'elle ne l'aurait imaginé, lui assurant qu'elle était en sécurité, qu'elle était à la citadelle d'obsidienne, qu'elle avait été très malade, mais qu'elle allait se rétablir, et que personne ne lui ferait plus jamais de mal. Amélie ne comprenait pas pourquoi cet homme qu'elle ne connaissait pas la regardait avec cette intensité mêlée de douceur et de possessivité. Pourquoi il avait pris le risque de défier un autre alpha pour elle, et elle osa finalement poser la question qui la rongeait depuis qu'elle avait repris conscience. Lucien s'assit au bord du lit, maintenant une distance respectueuse, tout en restant assez proche pour qu'elle puisse voir la sincérité dans ses yeux. Et il lui révéla 2 vérités qui allaient changer sa vie à jamais. La première vérité était qu'elle n'était pas une oméga, qu'elle n'avait jamais été une oméga, et que la marque sur son épaule prouvait qu'elle était l'héritière de la lune d'argent, une lignée royale aussi ancienne et puissante que la sienne, ce qui faisait d'elle une princesse par le sang, même si elle avait été traitée comme une esclave pendant des années. La seconde vérité était encore plus bouleversante. Ils étaient compagnons destinés, liés par ces fils invisibles du destin que les loups appelaient le bon sacré, et c'était son odeur, son essence unique, que Lucien avait cherchée pendant 10 ans sans jamais pouvoir la localiser parce qu'elle avait été cachée derrière les murs d'une meute cruelle et les masques de la servitude forcée. Amélie le fixa avec des yeux écarquillés, incapable de traiter ces informations qui contredisaient tout ce qu'elle avait cru sur elle-même, et quand Lucien lui tendit la main, lui demandant la permission de toucher sa peau pour lui prouver ce qu'il affirmait, elle hésita longuement avant d'accepter. Le contact fut électrisant, littéralement, une décharge d'énergie pure qui les traversa tous les deux, et Amélie sentit quelque chose s'éveiller en elle. Ce loup qu'elle croyait perdu, qui se redressa soudain et répondit à l'appel du compagnon avec un rugissement silencieux de reconnaissance. Les yeux de Lucien brillèrent d'un doré intense, signe que son loup prenait le dessus momentanément, et elle vit dans ce regard animal une dévotion absolue qui la terrifia autant qu'elle la réconforta. Parce qu'elle n'avait jamais été regardée ainsi, comme si elle était précieuse, comme si elle comptait, comme si sa simple existence avait une valeur inestimable. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Amélie, partagée entre l'incrédulité face à ce changement radical de situation, la méfiance instinctive envers toute forme d'autorité après des années d'abus, et une attirance grandissante envers cet homme qui la traitait avec un respect et une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Lucien lui donna accès à la bibliothèque de la citadelle où elle découvrit l'histoire de sa lignée, les archives soigneusement préservées de la lune d'argent, et elle apprit que sa famille n'avait pas simplement été victime d'une tragédie,
mais d'un génocide méthodique orchestré par le Conseil des Anciens sous prétexte d'une maladie génétique qui rendait les membres de cette lignée dangereux et instables. Elle lut des témoignages de l'époque, des rapports médicaux falsifiés, des ordres d'exécution déguisés en mesures de santé publique, et la rage qu'elle ressentit en découvrant cette vérité fut si intense qu'elle crut que son cœur allait exploser. Sa famille avait été massacrée, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils étaient puissants, parce qu'ils possédaient des capacités que le Conseil craignait et voulait éliminer, et elle était la dernière survivante de cette lignée qu'on avait tenté d'effacer de l'histoire. Lucien restait près d'elle pendant ces moments de découverte et de deuil, ne la forçant jamais à parler mais toujours disponible quand elle avait besoin de partager sa colère ou sa tristesse, et petit à petit, Amélie commença à lui faire confiance, à voir au-delà de la façade du roi Alpha inflexible pour découvrir l'homme complexe qui se cachait derrière, celui qui portait ses propres cicatrices et ses propres regrets. Mais le répit fut de courte durée, car le monde extérieur n'avait pas oublié les événements du sommet, et les conséquences de l'intervention de Lucien commençaient à se manifester. Des images du bal avaient fuité sur les réseaux sociaux des meutes, montrant le moment où Amélie s'était effondrée, le moment où sa marque de naissance avait été révélée, et des experts en héraldique avaient rapidement identifié le blason de la lune d'argent, provoquant une onde de choc dans toute la communauté des loups-garous. Le Conseil des Anciens, cette institution vénérable, censée maintenir l'ordre et la justice entre les meutes, convoqua une session d'urgence et exigea que Lucien leur livre Amélie immédiatement, invoquant des lois anciennes qui stipulaient que tout membre survivant d'une lignée condamnée devait être neutralisé pour protéger la pureté génétique de l'espèce. L'ancien Renaud, porte-parole du Conseil et l'un des architectes du génocide original, publia une déclaration officielle rappelant que le sang de la lune d'argent était porteur d'une corruption spirituelle qui se manifestait par des accès de folie meurtrière, et que permettre à Amélie de vivre mettait en danger toutes les meutes du continent. C'était un mensonge éhonté, une manipulation politique visant à justifier rétroactivement le massacre de sa famille, mais c'était un mensonge puissant parce qu'il s'appuyait sur la peur et les préjugés ancestraux. Lucien refusa catégoriquement de se plier à l'ultimatum du Conseil, et sa déclaration publique fut sans équivoque. Amélie était sous sa protection en tant que compagne destinée et héritière légitime d'une lignée royale. Aucune loi ne l'obligeait à la livrer pour exécution, et si le Conseil voulait la prendre, il devrait d'abord détruire la citadelle d'Obsidienne et tout ce qu'elle représentait. Cette déclaration provoqua une division immédiate au sein de la communauté des loups-garous. Certains alphas soutenant ouvertement Lucien par respect pour le lien sacré des compagnons destinés ou par dégoût des méthodes du Conseil, d'autres se rangeant du côté des anciens par conservatisme ou par opportunisme politique. Les tensions montèrent rapidement, des escarmouches éclatèrent aux frontières des territoires, et il devint clair qu'une confrontation majeure était inévitable. Le Conseil, comprenant que Lucien ne céderait pas par la diplomatie, décida de recourir à la force, et une délégation armée fut envoyée vers la citadelle d'Obsidienne avec l'ordre d'arrêter Amélie par tous les moyens nécessaires. Quand les soldats du Conseil arrivèrent aux portes de la forteresse, équipés d'armes à munitions d'argent spécialement conçues pour tuer les loups-garous, Lucien les attendait, sur les marches de l'entrée principale, seul et impassible, refusant de laisser ses propres troupes déclencher une guerre civile, mais prêt à défendre sa compagne jusqu'à son dernier souffle. L'ancien Renaud descendit d'un véhicule blindé, accompagné d'une escorte de guerriers d'élite, et il s'adressa à Lucien avec l'arrogance de celui qui croit avoir la loi de son côté, exigeant une fois de plus qu'Amélie soit livrée et menaçant de prendre la citadelle par la force si nécessaire. Lucien répondit calmement mais fermement, accusant le Conseil d'avoir orchestré un génocide basé sur des mensonges, d'avoir manipulé les archives historiques pour cacher leurs crimes et d'utiliser la peur comme outil de contrôle politique. Il révéla qu'il avait en sa possession des documents originaux prouvant que la soi-disant maladie de la lune d'argent était une invention complète, des témoignages de médecins de l'époque qui avaient été forcés sous menace de mort à falsifier leurs rapports, et il défia Renaud de nier ces accusations devant tous les témoins présents. L'ancien pâlit légèrement, réalisant que Lucien avait mené sa propre enquête pendant ces derniers jours. Mais il ne recula pas,
déclarant que même si les méthodes passées étaient discutables, la menace potentielle du sang de la Lune d'argent justifiait toujours des mesures préventives. C'est alors que les soldats levèrent leurs armes, visant directement Lucien, et le message était clair: s'il ne se soumettait pas, il tirerait, roi ou pas roi, parce que le Conseil considérait qu'il était devenu un danger pour l'ordre établi en protégeant une hérétique génétique. Amélie observait la scène depuis une fenêtre du 3e étage, le cœur battant à tout rompre, terrorisée à l'idée que Lucien soit blessé ou tué à cause d'elle, et elle prit une décision qui changea tout. Elle descendit les escaliers malgré les protestations du docteur Elias qui tentait de la retenir, traversa le hall central et poussa les lourdes portes qui donnaient sur l'extérieur, apparaissant en haut des marches de pierre où Lucien se tenait face au Conseil. Sa simple apparition provoqua un silence immédiat, tous les regards se tournant vers cette jeune femme frêle vêtue d'une simple robe blanche, ses cheveux noirs flottant dans le vent, et ses yeux qui brillaient d'une détermination tranquille. Lucien voulut la renvoyer à l'intérieur, la protéger, mais elle secoua doucement la tête et continua à descendre les marches jusqu'à se tenir à ses côtés, face à ceux qui voulaient sa mort. Renaud eut un sourire cruel, croyant qu'elle venait se rendre pour épargner son compagnon, et il ordonna à ses soldats de l'arrêter immédiatement. Ce fut une erreur fatale, car quand les premiers guerriers s'avancèrent vers elle, Amélie ferma les yeux et se connecta à quelque chose de profond en elle, quelque chose qui dormait depuis trop longtemps, et quand elle les rouvrit, il brillait d'un argent pur et lumineux qui n'était pas naturel. Elle parla, et sa voix portait une autorité qui n'avait rien à voir avec la jeune femme terrifiée qui s'était effondrée dans un hall de bal quelques jours plus tôt. C'était la voix d'une lignée ancienne, la voix du sang royal de la Lune d'argent qui commandait respect et obéissance, et elle ordonna aux soldats de s'arrêter. Mais ce n'était pas une simple demande verbale, c'était un commandement spirituel, une vague de pouvoir invisible qui frappa tous ceux qui avaient l'intention de lui nuire, et un par un, les guerriers d'élite du Conseil tombèrent à genoux malgré leur volonté de résister, puis s'effondrèrent complètement, inconscients, comme si un interrupteur avait été actionné dans leur cerveau. En moins de 30 secondes, un peloton entier de soldats entraînés et lourdement armés gisait sur le sol dans un sommeil profond dont ils ne se réveilleraient pas avant plusieurs heures, et le silence qui suivit était absolu, personne n'osant même respirer trop fort face à cette démonstration de pouvoir qui défiait toutes les lois connues de la physiologie des loups-garous. Lucien lui-même était stupéfait, bien qu'il eût soupçonné qu'Amélie possédait des capacités particulières liées à son héritage. Il n'avait jamais imaginé qu'elle puisse exercer ce niveau de contrôle sur les autres, et il comprit soudain pourquoi le Conseil avait été si déterminé à exterminer sa lignée. Le docteur Elias, qui avait finalement réussi à sortir et assistait à la scène, s'approcha avec précaution et expliqua ce que ses recherches dans les archives anciennes lui avaient révélé. Les membres de la Lune d'argent n'étaient pas de simples loups-garous. Ils étaient des marcheurs spirituels, des individus capables d'interagir directement avec l'essence du loup intérieur des autres, de le calmer, de le commander, de le forcer à la soumission ou même de le séparer temporairement de son hôte humain. C'était un pouvoir terrifiant dans son potentiel, car il signifiait qu'un marcheur spirituel suffisamment puissant pouvait théoriquement contrôler des meutes entières, annuler l'autorité d'un alpha en désactivant son loup, et réorganiser toute la hiérarchie sociale basée sur la force brute qui régissait leur monde depuis toujours. Le Conseil des Anciens, composé d'alphas traditionalistes qui dérivaient leur pouvoir de leur force physique et de leur capacité à dominer par la peur, avait vu dans cette lignée une menace existentielle, non pas parce que les lunes d'argent étaient violents ou instables, mais parce qu'ils représentaient un système de pouvoir alternatif basé sur le contrôle spirituel plutôt que sur la brutalité, et cela remettait en question les fondements mêmes de leur autorité. Alors, ils avaient menti, fabriquant cette histoire de maladie génétique, et ils avaient systématiquement éliminé chaque membre de cette lignée qu'ils pouvaient trouver, espérant que le dernier secret du pouvoir des marcheurs spirituels mourrait avec eux. Renaud recula lentement, réalisant que la situation lui avait complètement échappé, et il tenta de négocier, offrant de retirer ses troupes si Amélie acceptait de se soumettre à un examen médical supervisé par le Conseil pour prouver qu'elle n'était pas dangereuse.
Mais Lucien n'était pas d'humeur à négocier. Pas après que le conseil avait menacé de tuer sa compagne, pas après avoir découvert l'ampleur de leur trahison historique. Il déclara que le conseil avait perdu toute légitimité morale pour gouverner quoi que ce soit, qu'il allait convoquer une assemblée générale de tous les alphas pour révéler la vérité sur le génocide de la Lune d'Argent, et que si le conseil tentait à nouveau de s'en prendre à Amélie, il considérerait cela comme une déclaration de guerre ouverte. Amélie, toujours debout à ses côtés, ajouta quelque chose qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Elle dit qu'elle n'avait utilisé qu'une infime fraction de ses capacités pour neutraliser les soldats, qu'elle aurait pu faire bien pire si elle l'avait voulu, et que si le conseil persistait dans sa volonté de l'éliminer, elle n'hésiterait pas à se défendre avec toute la puissance que son héritage lui conférait. Ce n'était pas une menace vaine, c'était une promesse. Et tous ceux qui avaient vu les guerriers d'élite s'effondrer comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils savaient qu'elle en était capable. Le conseil battit en retraite ce jour-là, récupérant leurs soldats inconscients et quittant les terres de la citadelle d'Obsidienne dans un silence humilié. Mais Lucien et Amélie savaient que ce n'était qu'une trêve temporaire. La guerre politique qu'ils avaient déclenchée allait se poursuivre dans les semaines et les mois à venir, avec des alliances qui se formeraient et se rompraient, des trahisons qui seraient révélées, et des combats qui testeraient leur résolution et leur amour naissant. Pour renforcer leur position et envoyer un message clair à tous ceux qui douteraient encore de la légitimité de leur union, Lucien proposa de compléter le lien des compagnons destinés à travers une cérémonie publique, un rituel ancien qui les lierait définitivement l'un à l'autre, non seulement au niveau émotionnel, mais aussi au niveau spirituel et même magique. Amélie accepta, non pas par obligation mais par choix, parce qu'elle avait vu en Lucien un homme qui respectait sa volonté, qui la protégeait sans chercher à la contrôler, et qui était prêt à affronter le monde entier pour qu'elle puisse vivre dans la dignité qu'on lui avait refusée pendant si longtemps. La cérémonie eut lieu au sommet de la tour principale de la citadelle, sous un ciel étoilé qui semblait bénir leur union, en présence des alphas alliés et de leurs proches. Le rituel impliquait un échange de sang, chacun buvant une goutte du sang de l'autre pour sceller le lien au niveau le plus profond, et quand ce fut fait, une vague d'énergie pure les traversa, fusionnant leurs essences, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu décrire avec des mots. Amélie sentit la force brute de Lucien couler en elle, renforçant son corps encore fragile et donnant à son loup une puissance nouvelle, tandis que Lucien recevait quelque chose de plus subtil, mais tout aussi précieux, la paix intérieure d'Amélie, cette capacité à rester calme même dans le chaos, cette sagesse spirituelle qui venait de générations de marcheurs spirituels. Ils n'étaient plus seulement deux individus liés par le destin. Ils étaient devenus une unité complémentaire, deux moitiés d'un tout plus grand que la somme de ses parties, et tous ceux qui assistèrent à cette cérémonie purent de sentir le changement dans l'air, comme si l'univers lui-même reconnaissait l'importance de ce moment. Mais l'euphorie de l'union fut de courte durée, car quelques jours plus tard, un message anonyme arriva à la citadelle, une simple enveloppe contenant une photo floue montrant une jeune femme aux cheveux clairs, enchaînée et portant un collier de soumission, le même type de collier qu'Amélie avait porté pendant ses années d'asservissement. Au dos de la photo, quelques mots gribouillés. « Ta sœur vit encore. Si tu veux la revoir, viens seule au dock du port sud à minuit. Apporte 5 millions en cash ou tu la récupéreras en morceaux. » Amélie sentit son sang se glacer en reconnaissant les traits de Claire, sa petite sœur, dont elle avait été séparée il y a 3 ans et qu'elle croyait perdue à jamais. Lucien voulut immédiatement organiser une opération de sauvetage complète avec ses meilleures troupes, mais Amélie savait que toute démonstration de force ferait fuir les ravisseurs, ou pire encore, les pousserait à tuer Claire avant de s'échapper. Ils décidèrent donc d'un compromis. Amélie et Lucien iraient ensemble au rendez-vous, mais des tireurs d'élite seraient positionnés stratégiquement dans les environs pour intervenir si nécessaire. Théo, le meilleur sniper de la garde royale, et son équipe prirent position plusieurs heures avant l'heure convenue, prêts à agir au moindre signe de danger. À minuit, Amélie et Lucien se présentèrent au dock du port sud, un endroit sombre et isolé où les entrepôts abandonnés créaient un labyrinthe d'ombre propice aux embuscades.
Un homme sorti de l'obscurité, un bêta au visage balafré qu'Amélie reconnut immédiatement, c'était Gaël, l'un des lieutenants les plus cruels de la Crête Rouge, celui qui prenait plaisir à torturer les Omégas asservis pour le simple divertissement. Il tenait Claire par une chaîne attachée à son collier, et la jeune femme semblait à peine consciente, ses yeux vides et son corps amaigri témoignant de mois, voire d'années, d'abus systématiques. Gaël sourit avec malveillance en voyant Amélie, lui demandant si elle avait apporté l'argent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, des silhouettes émergèrent de tous les côtés, des vampires, une douzaine au moins, leurs yeux rouges brillant dans la pénombre et leurs crocs exposés en signe d'agression. C'était un piège. Gaël avait vendu Claire au coven de vampires qui contrôlait les territoires portuaires, et maintenant il les avait attirés ici pour capturer non seulement Amélie, dont le sang de marcheur spirituel valait une fortune sur le marché noir des créatures surnaturelles, mais aussi Lucien, dont la capture ou l'élimination affaiblirait considérablement la résistance contre le Conseil. Lucien réagit instantanément, sa transformation en loup s'amorçant en quelques secondes, ses muscles se gonflant, ses crocs s'allongeant, et il se plaça devant Amélie pour la protéger du premier assaut vampirique. Les coups de feu retentirent, depuis les toits environnants, où Théo et son équipe ouvraient le feu, éliminant plusieurs vampires avant qu'ils ne puissent rejoindre la mêlée. Mais il y en avait trop, et certains étaient assez vieux et puissants pour résister aux balles standards. Lucien se battait avec une férocité terrifiante, arrachant des membres, brisant des colonnes vertébrales, utilisant sa force brute et sa vitesse supérieure pour maintenir les vampires à distance d'Amélie, mais même lui commençait à montrer des signes de fatigue face à ce nombre écrasant d'adversaires coordonnés. Amélie sentit la douleur de Lucien à travers leurs liens nouvellement formés. Elle sentit chaque coup qu'il recevait comme si c'était elle qui était frappée, et quelque chose se brisa en elle. Non pas au sens négatif du terme, mais plutôt comme une digue qui cède et libère un torrent contenu depuis trop longtemps. Elle avait utilisé son pouvoir de marcheur spirituel sur des loups-garous, mais jamais elle n'avait tenté de l'exercer sur d'autres créatures, et elle ne savait pas si cela fonctionnerait. Mais elle devait essayer parce que Lucien était en danger, et que Claire était toujours prisonnière de Gaël, qui la tirait vers un bateau amarré au quai. Amélie ferma les yeux, plongeant profondément dans cette source de pouvoir qu'elle avait à peine commencé à explorer, et quand elle les rouvrit, il brillait d'un argent si intense qu'il éclairait la zone autour d'elle comme une petite lune. Elle étendit ses mains et prononça un seul mot, un commandement absolu qui résonna non seulement dans l'air, mais aussi dans le plan spirituel où les essences animales et magiques coexistaient. « Agenouillez-vous ». L'effet fut immédiat et dévastateur. Tous les vampires présents s'effondrèrent simultanément, leurs genoux se pliant malgré leur volonté de résister, puis leurs corps entiers se prosternèrent face contre terre, comme si une force invisible les écrasait de haut en bas. Même les plus anciens et les plus puissants d'entre eux ne purent résister à ce commandement qui s'adressait directement à leur essence magique plutôt qu'à leur volonté consciente. Gaël lui-même tomba à genoux, lâchant la chaîne de Claire dans sa chute, et Amélie marcha vers sa sœur avec une détermination calme, brisant le collier d'un simple geste de la main, libérant ainsi le pouvoir oppressif qui maintenait le loup de Claire en dormance forcée. Les deux sœurs se regardèrent pendant un long moment, les larmes coulant silencieusement sur leurs joues, puis elles s'étreignirent avec une intensité qui parlait de 3 années de séparation forcée, de souffrances partagées, mais jamais oubliées, et de retrouvailles qui semblaient impossibles encore quelques minutes auparavant. Lucien, qui avait repris sa forme humaine et observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de fierté, s'approcha lentement et posa une main protectrice sur l'épaule d'Amélie. Il regarda Gaël toujours à genoux, toujours incapable de bouger, et la rage qu'il ressentit fut presque suffocante, car cet homme avait participé à l'asservissement de sa compagne, avait torturé sa belle-sœur, et méritait une mort lente et douloureuse. Mais avant qu'il ne puisse agir sur cette impulsion, Amélie plaça sa main sur la sienne, lui demandant silencieusement de lui laisser gérer cette situation. Elle s'agenouilla devant Gaël, le forçant à la regarder dans les yeux, et elle lui dit que contrairement à ce que le Conseil prétendait, elle n'était pas un monstre avide de sang et de vengeance, qu'elle ne prenait aucun plaisir à infliger la souffrance même à ceux qui le méritaient.
Mais elle voulait qu'il comprenne quelque chose de fondamental, qu'il rapporte ce message à Dorian s'il était encore en vie, au conseil des anciens qui conspiraient toujours contre elle, et à tous ceux qui pensaient qu'elle était une menace qu'on pouvait éliminer facilement. Elle avait le pouvoir non seulement de forcer la soumission, mais aussi d'éteindre complètement l'essence animale d'un loup-garou, de le transformer en simple humain, dépourvu de sa nature profonde. Et si quiconque s'en prenait à nouveau à sa famille, à son compagnon, ou tentait de la capturer, elle n'hésiterait pas à utiliser ce pouvoir définitivement. Ce n'était pas une menace vaine, c'était un avertissement sincère. Et Gaël comprit parfaitement le message en voyant ses yeux argentés briller avec cette intensité froide qui ne laissait aucune place au doute. Amélie relâcha son emprise sur les vampires et sur Gaël, leur permettant de se relever lentement, et ils partirent tous sans un mot, certains boitant à cause des blessures infligées par Lucien, d'autres simplement terrifiés par ce qu'ils avaient ressenti quand le pouvoir du marcheur spirituel les avait saisis. Le message serait transmis, et même si cela ne mettrait pas fin au complot et aux dangers qui les guettaient, au moins leurs ennemis sauraient désormais qu'Amélie n'était pas une victime facile à éliminer, qu'elle avait des capacités qui dépassaient de loin ce que le Conseil avait imaginé possible, et que la protéger signifiait défier une force que même les plus anciens et les plus puissants ne pouvaient contrôler. Le trajet de retour vers la citadelle d'Obsidienne se fit dans un silence contemplatif. Claire endormie à l'arrière du véhicule blindé, épuisée par des mois de captivité et enfin libérée par sa sœur, tandis qu'Amélie et Lucien se tenaient la main, communiquant silencieusement à travers leurs liens ce que les mots ne pouvaient exprimer, la gratitude, le soulagement et la détermination à affronter ensemble ce qui viendrait ensuite. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle de ce qui s'était passé au dock se répandit comme une traînée de poudre à travers toutes les communautés surnaturelles du continent. Les vampires évitaient soigneusement le territoire de la citadelle d'Obsidienne, ne voulant plus jamais faire face à un marcheur spirituel capable de les soumettre aussi facilement. Les loups-garous débattaient avec passion sur la signification de ces événements, certains voyant en Amélie une menace qu'il fallait neutraliser avant qu'elle ne devienne trop puissante, d'autres la considérant comme une figure révolutionnaire qui pourrait renverser le système de pouvoir corrompu incarné par le Conseil des Anciens. Lucien utilisa cette période de tension pour consolider ses alliances, révélant publiquement les documents qu'il avait découverts sur le génocide de la Lune d'Argent, forçant plusieurs membres du Conseil à démissionner sous la pression de l'opinion publique scandalisée, et positionnant lentement mais sûrement Amélie, non pas comme une menace mais comme la victime d'une injustice historique qui méritait réparation. La transformation d'Amélie de servante asservie à reine aux côtés du roi Alpha le plus puissant du continent n'était pas seulement une histoire personnelle de rédemption, c'était un symbole politique que Lucien exploitait habilement pour remettre en question les structures de pouvoir traditionnelles qui avaient le permis des atrocités, comme le massacre de toute une lignée. Claire se remit lentement de ses traumatismes avec l'aide du docteur Elias et d'une équipe de thérapeutes spécialisés dans les troubles liés à l'asservissement prolongé. Elle découvrit que son propre loup, longtemps réprimé par le collier de soumission, était d'une nature étonnamment douce et empathique, parfait pour le rôle de guérisseuse qu'elle souhaitait développer pour aider d'autres victimes comme elle. Les deux sœurs passaient des heures ensemble, rattrapant le temps perdu, partageant leurs histoires respectives de survie et de souffrance, et trouvant du réconfort dans la certitude qu'elles ne seraient plus jamais séparées. Amélie apprenait progressivement à maîtriser ses pouvoirs de marcheur spirituel sous la supervision d'anciens textes retrouvés dans les archives de sa lignée, découvrant des techniques que même elle n'aurait pas imaginées possibles, comme la capacité de ressentir l'état émotionnel de centaines de loups simultanément, ou de projeter un sentiment de calme, apaisant, sur toute une meute en détresse. Ces capacités faisaient d'elle non seulement une force redoutable en combat, mais aussi une dirigeante potentielle capable de résoudre des conflits par des moyens non violents, et cette dualité fascinait Lucien, qui voyait en elle une vision différente de ce que pourrait être le leadership dans leur monde. L'amour entre Amélie et Lucien continuait de grandir malgré, ou peut-être à cause d'eux, tous les défis qu'ils affrontaient ensemble. Ce n'était pas un amour de conte de fées, doux et sans complications, mais un amour forgé dans l'adversité, construit sur le respect mutuel et la compréhension profonde de la douleur que chacun portait.
Lucien apprenait à être plus ouvert émotionnellement, à partager ses propres peurs et incertitudes avec sa compagne, au lieu de tout porter seul comme il l'avait fait pendant des années, et Amélie découvrait qu'elle pouvait être forte tout en acceptant d'être vulnérable, qu'elle pouvait laisser quelqu'un la protéger sans pour autant perdre son indépendance durement acquise. Ils parlaient pendant des heures la nuit, allongés dans leur chambre commune, discutant de leurs rêves pour l'avenir, d'un monde où les lois de la meute seraient plus justes, où les omégas ne seraient plus exploités, où les lignées puissantes comme celle de la lune d'argent seraient célébrées plutôt que craintes et éliminées. C'étaient des idéaux ambitieux, peut-être même utopiques, mais ils donnaient un sens à leur lutte quotidienne contre le Conseil et ses partisans conservateurs. Un matin, alors que l'automne colorait les forêts environnant la citadelle de teintes dorées et cramoisies, Amélie se réveilla avec une certitude nouvelle, une compréhension profonde de sa propre valeur qui avait été enterrée pendant des années sous les couches d'humiliation et de douleur. Elle se leva et se tint devant le miroir, regardant non plus la servante brisée qu'elle avait été, mais la femme qu'elle était devenue, celle qui avait survécu à l'enfer et en était ressortie plus forte, celle qui avait découvert un pouvoir qu'elle n'avait jamais su posséder, celle qui avait trouvé un amour qu'elle n'avait jamais osé espérer. Les cicatrices sur son corps racontaient une histoire de survie, et elle ne les cacherait plus, car elles faisaient partie d'elle tout autant que le sang royal qui coulait dans ses veines ou le lien qui l'unissait à Lucien. Quand il entra dans la pièce quelques minutes plus tard, lui apportant le petit déjeuner au lit comme il aimait le faire les matins où aucune crise urgente ne réclamait leur attention, il vit ce changement en elle, cette acceptation complète de qui elle était, et il sut que malgré tous les combats qui les attendaient encore, ils allèrent bien, parce qu'ils étaient ensemble. La guerre avec le Conseil n'était pas terminée, loin de là. Et d'autres révélations attendèrent d'être découvertes, d'autres ennemis attendaient dans l'ombre pour frapper au moment le plus inattendu. Mais Amélie et Lucien avaient prouvé qu'ils étaient plus forts ensemble que n'importe quelle force qui pourrait se dresser contre eux. La nuit où une servante asservie s'était effondrée devant le roi Alpha était devenue la première page d'une légende qui serait racontée pendant des générations. L'histoire d'une princesse perdue qui avait retrouvé son trône, d'un roi solitaire qui avait trouvé sa compagne, et d'un amour qui avait survécu à l'injustice pour devenir un symbole d'espoir pour tous ceux qui souffraient sous le poids de systèmes oppressifs. Claire aussi trouvait sa place dans cette nouvelle vie, développant ses propres capacités de guérisseuse et travaillant aux côtés du docteur Elias pour établir un réseau de refuge pour les omégas asservis qui cherchaient à s'échapper de leurs meutes abusives, transformant ainsi leur traumatisme partagé en force positive qui changerait des vies. Et quelque part dans les archives de la citadelle, les chroniques de la lune d'argent attendaient d'être pleinement explorées, contenant peut-être des secrets sur d'autres marcheurs spirituels qui auraient pu survivre au génocide, sur des pouvoirs encore plus extraordinaires que ceux qu'Amélie avait manifestés, sur un héritage qui était loin d'être complètement compris. L'histoire d'Amélie Beaumont et de Lucien Noir n'était pas celle d'une fin heureuse, simple et facile. C'était celle d'un commencement difficile et d'une lutte continue pour la justice et la dignité. Et si cette histoire vous touche, si elle résonne avec vos propres expériences de persévérance face à l'adversité, ou si elle vous inspire à remettre en question les injustices que vous observez autour de vous, alors partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de se relever après avoir été brisé. Laissez un commentaire pour dire quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce voyage extraordinaire où une oméga asservie devint une reine, où un roi impitoyable apprit à aimer, et où une lignée qu'on croyait éteinte se releva des cendres pour réécrire les règles d'un monde qui avait désespérément besoin de changement.